Tout au long de notre vie, notre corps de femme est le premier allié de nos aventures, de notre bien-être et de notre liberté. Pourtant, avec l'âge, notre corps peut parfois rencontrer des changements, comme l'inconfort urinaire, qui viennent perturber notre équilibre tout entier. Alors quels signes doivent encourager à aller consulter un médecin urologue? Quels remèdes physiologiques existent pour réussir à aller mieux? Comment faire de nos proches des alliés pour retrouver ou oser retrouver une totale liberté de mouvement? Pour répondre à ces questions, j'ai la joie de vous accueillir dans cette petite conférence proposée par IDEE qui, grâce à ses produits, veille sur le confort des femmes au quotidien. Je suis Ambline Desgermanes et j'ai la joie d'être accompagnée aujourd'hui par le docteur Inès Dominique, médecin urologue au groupe hospitalier des Diaconesses Croix-Saint-Simon, et je serai ensuite rejointe par Béatrice Delignery, coach diplômée de psychologie clinique et sociale. Je rappelle que cette petite conférence est menée dans le strict respect des règles sanitaires. Bonjour docteur. Bonjour. Et merci d'être avec nous aujourd'hui. Alors pour commencer cette petite conférence, qu'est-ce que l'incontinence urinaire exactement? L'incontinence urinaire, c'est la perte involontaire d'urine. Ça peut aussi regrouper plusieurs pathologies et plusieurs problèmes, c'est-à-dire tout ce qui touche à la vessie et qui va gêner la personne dans son fonctionnement vésical, c'est-à-dire le fait d'aller trop souvent uriner, que ce soit la journée ou la nuit, le fait d'avoir des urgences urinaires qui peuvent être accompagnées ou non de fuites, ou le fait d'avoir des fuites que l'on ne sent pas forcément venir lorsqu'on fait des efforts ou lorsqu'on va rire, marcher ou tout autre mouvement associé. Et quelles sont ces causes? D'où ça vient? Pourquoi est-ce qu'on va d'un coup être gêné, subir cet inconfort ou cette incontinence urinaire? Ça vient d'où? Alors comme il y a plusieurs types d'incontinence urinaire, dont les deux principaux sont l'incontinence urinaire lors des efforts et l'autre type est l'incontinence urinaire par hyperactivité vésicale, c'est-à-dire avec des urgences urinaires, le fait de devoir aller tout d'un coup uriner alors qu'on n'en avait pas forcément envie avant et qu'on n'avait pas forcément la vessie pleine. Il y a aussi l'incontinence urinaire mixte qui réunit ces deux types d'incontinence urinaire et qui peuvent toucher aussi les patients. Donc les causes sont multiples puisqu'il y a différents mécanismes, notamment pour l'incontinence urinaire d'effort, ça va être plutôt une faiblesse du périnée qui va faire qu'on va avoir des fuites lors des efforts, lors de la toux, lors du rire ou lors du sport. Donc ça c'est principalement dû aux accouchements ou aux grossesses, parfois aux traumatismes obstétricaux, mais aussi aux antécédents chirurgicaux. Ça peut être aussi dû aux modifications hormonales, notamment lors de la ménopause, qui fait que les tissus se modifient et qui font qu'il va y avoir moins de soutien pour l'urètre et donc qu'il va y avoir une hypermobilité urétrale, ce qu'on appelle, c'est-à-dire l'urètre qui va bouger quand on va faire un effort ou mettre beaucoup de pression sur son abdomen. Il y a aussi des causes pour l'hyperactivité vésicale, notamment, qui peuvent être neurologiques. Toute maladie neurologique peut induire des symptômes urinaires. Elles peuvent être aussi dues à des problèmes au niveau vésical, c'est-à-dire des polypes dans la vessie, ou des cancers de vessie, des calculs dans la vessie ou des infections urinaires. Tous ces types de pathologies vont entraîner également une hyperactivité vésicale qui peut donner des urgences ou des fuites. Et il y a également les facteurs psychogènes, c'est-à-dire que le stress est un facteur favorisant de l'incontinence urinaire et notamment de l'hyperactivité vésicale et donc va pouvoir induire des fuites ou en tout cas les aggraver. On en parlait en introduction, on pense plutôt aux femmes spontanément pour l'inconfort urinaire. Est-ce que, en moyenne, vous recevez plus de femmes que d'hommes pour parler de ce type de troubles ou est-ce que c'est relativement équilibré? Alors c'est une pathologie qui touche beaucoup plus les femmes, en effet, et ça va toucher 2 femmes sur 3 environ après 70 ans. C'est un vrai problème de santé publique puisque ça touche 3 millions de femmes en France. Donc il y a vraiment une prise en charge importante qui leur est dédiée. Mais ça touche aussi les hommes, c'est-à-dire que on considère que ça touche 10% des hommes de 60 ans. C'est une pathologie qu'on retrouve pour tous les âges, c'est-à-dire que ça peut toucher les enfants, mais également les adultes et les personnes âgées. Est-ce qu'il y a vous parliez du périnée tout à l'heure, est-ce qu'il y a des remèdes physiologiques
qui existent pour déjà améliorer son confort urinaire, avant de parler des traitements médicamenteux, en tout cas qui nécessitent un suivi justement par un médecin urologue? Oui, il y a des traitements physiologiques qui existent et qui permettent, dans la majorité des cas, même de traiter l'incontinence urinaire ou l'inconfort urinaire quand il n'y a pas de fuite associée. Il faut commencer par la rééducation du périnée, qui est très importante. Elle peut être faite par un kinésithérapeute ou par une sage-femme. Ça peut être par des manœuvres manuelles ou par des électrostimulations ou des techniques, ce qu'on appelle de biofeedback. En tout cas, cette rééducation du périnée va permettre de vraiment tonifier le périnée et de limiter les fuites urinaires, notamment celles liées à l'effort. Ça va aussi permettre d'apprendre des auto-exercices que chaque personne pourra réaliser à la maison pendant 5 minutes sans que ça fasse mal et qui vont permettre également de diminuer le relâchement du périnée et de garder l'efficacité de la rééducation du périnée. Quand on a essayé tous ces remèdes physiologiques et qu'on doit aller plus loin dans le traitement de cet inconfort urinaire, est-ce qu'il existe des solutions plus médicalisées que celles qu'on a évoquées déjà ? Oui, tout à fait. C'est pour ça que dès que les mesures physiologiques qu'on a évoquées précédemment ne sont pas assez efficaces, il faut aller en parler à son médecin généraliste ou à un urologue directement pour avoir une prise en charge complète. Il existe de nombreux traitements contre l'inconfort urinaire, que ce soit sur l'incontinence urinaire d'effort ou l'hyperactivité vésicale. Ils sont tous pris en charge par la sécurité sociale. Ils sont efficaces, ils ont été démontrés dans de nombreuses études et il y a plusieurs échelles de traitement, c'est-à-dire que ça va pouvoir aller vraiment du médicament simple à également des prises en charge par chirurgie, que ce soit par bandelette, que ce soit par injection de toxines botuliques, de botox dans la vessie, qui va aussi traiter l'hyperactivité de la vessie, ou également des petits stimulateurs comme des pacemakers du cœur, mais qu'on mettrait pour la vessie, pour l'aider à mieux fonctionner. Et l'objectif est vraiment de ne plus avoir d'inconfort urinaire, que les patients ne se limitent plus dans les activités, qu'ils ne s'isolent pas à cause de l'incontinence urinaire et qu'ils soient libérés des protections. Pour avoir une meilleure prise en charge dans l'incontinence urinaire, il faut s'orienter de préférence vers des centres de référence de statique pelvienne pour avoir des approches multidisciplinaires, que chaque cas qui est unique soit discuté avec les gynécologues, les urologues, les proctologues et les chirurgiens digestifs afin d'avoir une prise en charge globale et vraiment pouvoir traiter le patient dans sa globalité, dans son entièreté. Et vous parliez tout à l'heure, et là vous venez de parler de digestion aussi, est-ce que vous avez des conseils à donner à celles et ceux qui nous regardent, des conseils alimentaires, des conseils de boissons qui pourraient éventuellement utiliser à la maison pour améliorer ce possible inconfort qu'ils rencontrent ? Oui, tout à fait. Il faut éviter d'abord certaines boissons qui sont excitantes, notamment le thé, le café, qui vont vraiment aggraver l'hyperactivité de vessie. Il faut aussi assurer une hydratation importante, c'est-à-dire au moins 2 litres d'eau par jour pour limiter les infections urinaires et limiter les calculs urinaires qui sont des causes d'inconfort urinaire. Il faut également répartir les apports, c'est-à-dire éviter les apports liquidiens importants le soir, notamment après 18h, 19h, car ceci favorise les levées nocturnes. Donc il faut éviter les soupes, les potages, les tisanes avant le coucher qui, elles, vraiment vont favoriser les levées nocturnes et donc favoriser une fatigue des patients et un retentissement sur la qualité de vie. Et vous parliez tout à l'heure d'efforts et parfois de la fragilité qu'on peut avoir justement sur le plan urinaire quand on fait des activités d'effort. Quand on rencontre ce type de troubles, est-ce qu'il y a des activités qu'on ne doit pas faire ou en tout cas essayer de limiter ? Je pense aux activités sportives par exemple. Est-ce que vous avez des recommandations à faire sur cette question-là ? Alors nous, vraiment, l'objectif, c'est que chaque personne ne se limite pas dans ses activités et qu'au contraire, on trouve des traitements pour qu'il ne se limite pas dans les activités qu'il souhaite faire. D'accord. Mais on sait qu'il y a des sports qui vont favoriser les fuites urinaires parce qu'ils vont augmenter notamment la pression sur le périnée et donc favoriser des fuites. Et on pense notamment aux trampolines, aux sports de contact, aux abdominaux intensifs, tous ces sports qui vont vraiment favoriser la pression sur le périnée et donc une mobilité de l'urètre et donc des fuites associées.
Il y a des études qui ont montré que, par exemple, 80% des femmes qui faisaient du trampoline avaient des fuites urinaires lors de l'activité, alors que 0% des femmes qui pratiquaient le golf n'avaient de fuites urinaires. Donc, on sait qu'il y a des activités qui les favorisent plus que d'autres, mais le but, encore une fois, c'est de trouver le traitement adapté pour que le patient puisse faire le sport qu'il souhaite. Très bien, merci beaucoup. Mais la règle surtout, c'est aller consulter et notamment, merci beaucoup, le docteur Inès Dominique qui consulte au groupe hospitalier des Diaconesses Croix-Saint-Simon. Merci beaucoup d'être venue aujourd'hui. Merci Ombline. À bientôt, au revoir. À bientôt. Quand le corps change, le mental aussi peut s'en trouver affecté. Alors comment faire de son mental un allié? Comment restaurer ce lien de confiance qui existe entre soi et son corps? Pour répondre à ces questions, nous avons tout de suite rendez-vous avec Béatrice Desligneries, coach diplômée de psychologie clinique et sociale. Bonjour Béatrice. Bonjour Ombline. Et merci d'être là aujourd'hui. Mais c'est vous que je remercie. Alors pour commencer, j'aimerais vous demander, est-ce que le vieillissement, est-ce que le corps qui change ont ou peuvent avoir un impact sur le bien-être psychologique de la personne qui rencontre ces changements? Oui, tout à fait, et en même temps, pas forcément, parce que c'est relié à différents facteurs. C'est relié au fait de la manière dont on aborde le vieillissement, la manière dont aussi le regard qu'on porte sur soi et sur l'existence qu'on a eue, ou l'existence en général, et puis aussi la familiarité avec laquelle on se côtoie, si j'ose m'exprimer comme ça, c'est-à-dire est-ce qu'on est habitué à aller nous regarder à l'intérieur de nous, nous connaître nos zones d'ombre, nos zones de fragilité, nos zones de joie, c'est-à-dire à vraiment se côtoyer dans nos ressentis. Donc en fonction de ces différents paramètres, il y a des personnes qui vont vivre ce vieillissement comme une terrible épreuve, d'autres qui vont en voir simplement une nouvelle étape et aussi une occasion de vivre sur un autre plan. Ben, il y a aussi le fait qu'il y a une énorme injustice vis-à-vis du corps, dans le sens où il nous paraît totalement normal que le corps, il fonctionne bien. Voilà. Depuis qu'on est venu au monde jusqu'à la fin de notre existence, on commence à vieillir dès la naissance. Et puis tout d'un coup, c'est comme si on en prenait brutalement conscience parce qu'il y a quelque chose qui ne marche plus comme on voudrait dans le corps. C'est quand même troublant de voir combien on fait bien plus attention à notre voiture qu'au corps. La voiture, on va s'occuper des révisions, on va s'occuper des réparations, on va l'entretenir. Mais le corps, il faut attendre une crise, vraiment une crise, bien qu'il y ait eu plein de signes avant-coureurs. Je suis fatiguée, j'ai soif, j'ai telle partie qui ne fonctionne plus, pour que tout d'un coup, on en prenne un peu soin, et encore en maugréant et en râlant. Et c'est quand même une injustice terrible qui demande un retournement de regard. Le retournement. Déjà, le retournement, c'est de voir que le corps est un privilège. Le corps est un privilège. Il nous est gracieusement mis à disposition pour arriver à vivre une existence incarnée qui nous permet de réaliser ce qu'on a en tête, ce qu'on a envie de donner, ce qu'on a envie de recevoir, ce qu'on a envie de réaliser. Donc déjà, c'est un privilège et c'est pas un acquis, c'est pas un dû. C'est déjà prendre conscience de ça et puis peut-être regarder aussi tous les moments de notre existence où il a été un fidèle serviteur. Ouais, ce qu'on disait en introduction, un allié de liberté, de bien-être, d'aventure. Ouais. Et alors pourquoi est-ce que quand on vous écoute, on se dit mais c'est fou que le corps qui vieillit reste un tabou aussi frappant dans notre société et dans nos familles, qui fait que parfois on a honte, on n'a pas envie de parler forcément de ce qui va nous toucher, de ce qui va toucher ce corps qui vieillit, même à nos proches. Comment vous expliquez ça et quels conseils vous donneriez à celles et ceux qui auraient envie de pouvoir s'ouvrir, par exemple, sur les désagréments qu'ils peuvent rencontrer? Déjà, la difficulté, le tabou, il est donné par la société. La société nous renvoie un regard qui est plutôt c'est bien d'être jeune et c'est mal d'être vieux. Il suffit de regarder les publicités, il suffit de regarder les émissions, il suffit de regarder la manière dont on nous parle pour qu'on voit tout de suite que c'est angoissant d'être vieux, quoi. Ah, tu pourras plus faire ci, tu pourras plus faire ça. Et donc, il y a vraiment un tabou de la part de la personne âgée ou des personnes plus jeunes parce que, quelque part, on n'a pas appris à regarder la vieillesse dans tous ses atouts. Mais qu'est-ce que c'est que vieillir? C'est tout d'un coup pouvoir avoir un regard sur toute une expérience qu'on a eue
et qu'on peut transmettre, qu'on peut apporter aux autres, parce qu'on a un recul et on a une expertise. Donc on peut, main dans la main, échanger des idées avec des gens beaucoup plus jeunes. Transmettre et partager. C'est des échanges de savoir. Ça peut se faire en mairie, ça peut se faire dans votre quartier, ça peut se faire dans du bénévolat, ça peut se faire sur plein de plans en fait. Et c'est aussi l'occasion de vivre des rêves qu'on n'a jamais vécus. Pourquoi pas se mettre à la peinture ou pourquoi pas voyager? Et alors pour faire tout ça, pour faire ces rêves effectivement dont on rêve effectivement à tout âge, est-ce que vous ne pensez pas qu'il faut de la confiance en soi? Et est-ce que justement le fait d'avoir potentiellement perdu peut-être un peu confiance en son corps parce que voilà, on se dit mais c'est plus l'allié qu'il était avant, comment est-ce que, Béatrice, on peut retrouver cette confiance qu'on a en lui et cette confiance qu'on a en nous aussi, puisque je pense que nous sommes un équilibre. Totalement. Comment on retrouve ce lien de confiance? Comment est-ce qu'on booste sa confiance en soi? Mais d'abord, la confiance, on ne vient pas au monde avec un potentiel de confiance. Des gens arrivent pour me voir et me disent ah, je vois, lui, il a énormément de confiance, moi, j'en ai pas. Non. La confiance, ça s'acquiert par l'expérience. C'est parce que je vais mettre un pas devant moi que je vais pouvoir en faire un deuxième. Un enfant apprend à marcher parce qu'il a fait un pas, il est tombé, et les parents disent « Lève-toi, lève-toi, tu vas y arriver ». Donc la confiance, c'est quelque chose qui vient déjà de l'expérience. C'est très important. Ça veut dire que quelque part, si je suis en train de perdre le lien avec la confiance en moi, c'est que quelque part, je me suis déconnectée de ma capacité de vivre encore des expériences. Donc déjà, la confiance en soi, c'est oser de nouveau expérimenter. J'aime beaucoup quand vous dites oser expérimenter, oser faire, oser avoir confiance, etc. Et j'ai très envie de vous demander aussi si quand on vit ce genre de situation intérieurement et physiquement, ça fait forcément du bien d'oser en parler. D'oser en parler à un thérapeute, à un spécialiste, oser en parler à ses proches. Est-ce que spontanément vous auriez une amie en face de vous, vous auriez envie de lui dire mais vas-y, ose en parler, ça te fera du bien? Oui. Ou est-ce que c'est vraiment dépendant de l'intimité de chacun? Alors, c'est sûr qu'il y a des personnes qui n'ont pas besoin, ressentent pas le besoin d'en parler. Je ne vois pas pourquoi on devrait les forcer. Mais votre question s'adresse à toutes les autres personnes qui vivent ça de manière très inconfortable et dans un silence qui les exclut. Donc moi, je pense au contraire que parler est très, très bénéfique. Tout simplement parce que déjà, de dire les choses, on pose des mots. Vous savez, c'est comme quand on parle à quelqu'un, on est un peu dans la confusion. Et puis, une amie dit, viens, on va prendre un café, quelque chose, et puis tu vas me raconter. Et rien que le fait de raconter, ça permet de mettre des mots très précis sur quelque chose qui n'était jusque-là pas très clair, qui était un peu confus, qui se vivait comme ceci, comme cela. Et on va se rendre compte qu'en fait, on éclaire notre propos en parlant. Première chose. Ensuite, on s'imagine, on se fait une montagne de ce qu'on a à raconter sur le sujet, alors qu'en fait, des mots très simples, par exemple, si on prend l'incontinence urinaire qui est votre sujet d'aujourd'hui, une difficulté de cet ordre-là, on peut très bien venir dire à la personne, écoute, à son enfant qui veut nous proposer, nos enfants veulent nous proposer une super balade en Corse parce qu'ils savent qu'on a l'amour de la marche. Et puis là, on se dit, non, ça va me faire des efforts, je ne vais pas pouvoir assumer ça pour l'instant, j'ai cette problématique, je ne l'ai pas encore résolue. Eh bien, le fait de dire simplement, écoute, c'est formidable, tu as respecté vraiment des choses que j'aime faire, mais là, je me sens incapable de le faire pour le moment, parce qu'on ne sait pas de toute façon les solutions qui sont à trouver, parce que je traverse une période difficile sur le plan urinaire. Il n'y a pas forcément besoin de donner des détails. Mais là, on donne une clé à nos enfants sur notre refus, éventuellement, de participer à quelque chose. Du coup, s'enclenche un dialogue. Ah bon, d'accord, donc qu'est-ce qui te ferait du bien? Qu'est-ce qui te ferait plaisir? Si nos enfants ont vraiment envie d'être avec nous, ils vont trouver le moyen de faire quelque chose et de s'adapter. Et c'est normal, et ça leur apprend aussi. Vous savez, je trouve ça merveilleux d'accueillir nos difficultés, parce que nos enfants découvrent qu'ils ont droit eux aussi à ne pas être parfaits. Et pour terminer, quand on se retrouve dans des situations, encore une fois, d'inconfort urinaire, dans un musée, dans la rue, peu importe la situation, avec ses petits-enfants ou pas d'ailleurs, et qu'on panique littéralement parce qu'on n'a pas de solution immédiate qui nous vient pour pouvoir nous soulager. Quelles astuces, quels conseils, quelles recommandations vous auriez envie de donner à quelqu'un qui pourrait se retrouver dans cette situation-là pour apaiser le mental, pour se dire, attends... La première chose, c'est respirer. Ok, ce que je viens de... C'est ce que vous venez de faire très bien.
C'est... Vous savez, on diminue énormément cet acte de respiration. La respiration, quand vous êtes, vous voyez, des coachs mentaux, des coachs qui s'occupent du mental de sportifs, et vous les voyez, ils sont... respire, apprends à respirer. Et là, parce que cette oxygénation qu'on donne tout d'un coup à notre corps nous permet de prendre un temps d'arrêt. Ok, j'ai l'impression que je ne vois pas ce que je peux faire et en fait je peux quand même faire quelque chose. Donc déjà, ça c'est le premier point. Ensuite, c'est de dire, là, parce que quand on nomme son émotion, de quoi j'ai peur en fait dans cet instant ? Ah, j'ai peur d'avoir l'air ridicule, j'ai peur de ne pas être compris, j'ai peur d'être peut-être mis de côté parce qu'ils vont continuer la visite sans moi. Mais rien que le fait de pouvoir dire, écoutez, il se passe quelque chose pour moi, là, sur le plan urinaire, je vais devoir m'arrêter, mais j'ai peur, je ressens de la peur à vous quitter, ou je ressens de la peur à prendre un temps pour moi. Vous allez voir qu'aussitôt déjà, d'abord de le dire, ça diminue la pression, parce que j'ai nommé mon émotion, et les personnes en face vont tout de suite être solidaires et vont essayer de trouver une solution pour vous. D'accord ? Donc c'est même donner à l'occasion à l'autre de se sentir super utile, en fait. Le pire n'est jamais sûr. Mais non, évidemment, évidemment. Ensuite, quand on rentre chez soi, parce que là, dans un lieu comme ça, c'est compliqué, mais quand on rentre chez soi, et peut-être même d'ailleurs sur le lieu, mais ça demande une habitude, ça demande de muscler son cerveau, et on peut muscler son cerveau, c'est vraiment de repérer, ok, ce qui est, c'est que je suis dans une période difficile sur le plan urinaire, et qu'est-ce que je suis en train de me dire que je devrais être ? Je devrais être Superwoman ou Superman qui n'a aucun problème de ce type. Oui, mais si je commence à comparer ce que je suis, qui est la vérité de l'instant, avec une imaginaire qui n'existe même pas, de ce que je devrais être, de ce que je devrais ne pas être, eh bien, je vais créer, dans cette comparaison avec un imaginaire qui n'est pas là, une espèce de boucle de souffrance. Parce que du coup, on va dire que, par exemple, si je vous prends Ombline, ce que vous devriez être, ça devient super Ombline, Superwoman Ombline, d'accord ? Et c'est toujours extrêmement dévalorisant de comparer Ombline dans l'instant à Super Ombline, alors qu'Ombline dans l'instant va très bien. Donc, ça va très bien. Donc en fait, quelque part, si vous revenez à Ombline, bah, déjà vous vous sentez mieux. Si vous lâchez cette comparaison avec quelque chose que vous pourrez peut-être l'être un jour, mais dans l'instant, c'est pas la vérité. Autant la lâcher que de vous désespérer. Et là, vous reprenez axe avec, ok, parce que rien que de revenir dans ce que je suis, je peux trouver des moyens d'agir. Oui, bien sûr. Donc ça, c'est très important aussi. Merci beaucoup, Béatrice Deligneri. Je rappelle que vous êtes coach diplômée de psychologie clinique et sociale à Paris. Merci beaucoup à tous et toutes d'avoir été avec nous aujourd'hui. Vous pouvez retrouver Idée sur son site internet et sur ses réseaux sociaux. À très bientôt.